Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique. Quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences. Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Brian. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Merci à toi de m'avoir invité. Ouais, on a quelqu'un en commun qui s'appelle Jordi Casalo qui m'avait soufflé ton nom et du coup je suis très content de t'avoir parce que je pense que tu as des choses à dire. J'espère que je vais répondre à la demande alors. Top. Est-ce que pour commencer, tu peux nous donner ta définition de la performance? Performance, pour moi, la performance, ce serait la capacité à réaliser une tâche. Et c'est une définition assez large, mais pourrait s'appliquer à un patient. La performance de pouvoir se relever du sol, la performance de pouvoir réussir un match et marquer 30 points. Voilà. La performance, je la définirais comme ça. Capacité à réaliser une tâche. Top. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et quel est ton parcours? Donc, je m'appelle Brian Littré, j'ai 28 ans, originaire d'Île-de-France, en 93. À la base, je te dirais que depuis le lycée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire en dehors du sport. J'ai toujours été sportif. J'ai fait du hand à bon niveau. J'ai fait ensuite du football américain, où justement sur un camp d'été, il y a eu Philippe Gardan, donc, que tu as déjà interviewé, qui a pu me coacher. Ouais. Après, je suis allé dans un club, le Flash de la Courneuve, avec qui on a terminé champion de France. Sauf que je te dirais que dans mon équipe, plus de la moitié de l'effectif était en équipe de France. C'était l'un des seuls qui n'y était pas. Ouais. Donc plutôt frustrant. Et je me suis dit, bah merde, le sport veut pas de moi. Faut que je trouve quelque chose qui me fasse plaisir et qui peut être proche du sport. C'est vraiment la réflexion que j'ai eue. Ouais. Donc à côté de ça, je me suis dit, bah qu'est-ce qui est proche du sport, accessible pour moi et qui surtout me plairait. Et j'ai toujours eu une appétence pour la santé, les sciences. Donc pour moi, je te dirais que kiné, ça a été une évidence. J'ai commencé par prépa. J'ai donc été diplômé après du CERF en 2017. Ouais. Je continue toujours à jouer au football américain, toujours. Et donc voilà, l'histoire commence ici pour mon parcours de kiné. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait après alors en 2017? Alors après 2017, ça s'est enchaîné plutôt vite pour moi, parce qu'en fait, dès 2016, mon mémoire de deuxième année, je l'ai poussé en 2017, donc il a été publié en 2018 dans une revue à comité de relecture. Donc c'était sur la prise en charge des syndromes canalaires et les atteintes nerveuses. Oui. En fait, c'est un de mes premiers domaines d'expertise. Et très vite, ça s'est enchaîné parce que lorsque je suis sorti de cette année également, je me suis déchiré les ischios à l'entraînement avec le flash également, et ça a mis fin à ma carrière. En fait, donc je jouais avec le flash, j'ai pris une petite pause pour les études, j'ai fait un peu de sambo, sport de combat russe. Puis j'ai repris le football américain, pas forcément dans la meilleure des shapes. Et donc de la compétition avec les copains, on revient, et la blessure, je te dirais qu'elle m'a mis plus un petit coup au moral qu'au corps, parce que je savais que je pouvais revenir, mais que ça nécessitait un certain temps. Mais je trouvais que j'avais fait assez d'efforts, que j'ai pu profiter, donc j'ai aucun regret parce que j'ai pu revenir au meilleur niveau avec l'élite. Mais bon, j'ai pas terminé la saison, je me suis blessé dès le début de saison et j'ai abandonné. Mais sans regret. Et donc, très vite, il y a eu cette publication. J'ai eu la chance d'avoir un kiné qui a payé une partie de mes études. Donc après, j'ai pu bosser avec lui. Comme j'étais en salariat, derrière, j'ai énormément écumer les données de la littérature pour devenir meilleur en tant que clinicien.
mieux comprendre ce que je fais et pourquoi. Et donc, comme je t'ai dit, mon premier domaine, c'était les atteintes nerveuses et les troubles douloureux persistants. Et également, mon deuxième domaine qui me tient à cœur, ça a été la vitesse et les blessures sportives. Et donc actuellement, je suis donc professionnel libéral, enseignant en formation continue, en formation initiale et préparateur physique. D'accord. Et donc dans ma patientèle, j'ai pour majorité des patients qui ont des troubles douloureux persistants ou pour lesquels je dois faire du triage. Je travaille avec 200 antidouleurs, enfin 2 médecins de santé antidouleurs qui m'envoient des patients avec zéro diagnostic. En général, c'est fais-nous un bilan, fais-nous un retour. Et je prends un plaisir monstre. Et donc là, c'est aussi imposé à moi la nécessité de maîtriser correctement un bilan neurologique et savoir faire du diagnostic différentiel. Ensuite, deuxième population que j'ai, beaucoup par bouche à oreille pour les problèmes de nerfs et troubles vasculaires. Et troisième type de population que je peux avoir, c'est donc les pathologies sportives, énormément de lésions aux ischios et pour beaucoup également les ligaments croisés. D'accord. D'accord, top. Et du coup, en tant que formateur, tu interviens sur ces thématiques-là et si oui, pour quel organisme et où ça? Ouais, alors pour le coup, j'ai été diplômé en 2017, mais je suis également enseignant dans mon ancienne école depuis 2018. Au niveau des problèmes nerveux, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gap entre ce qui était censé être dispensé comme connaissance et ce qu'il y avait comme connaissance sur le terrain, que ce soit neurologue, rhumatologue, médecin, kiné, des choses qui, à mon sens, étaient plutôt étranges parce que je suis jeune diplômé, je sors en ayant découvert des choses intéressantes et pertinentes pour mes patients, mais je me rends compte que c'est pas, c'est pas ce qui est la priorité ni ce qui est inculqué. Et ça m'a semblé assez urgent de mettre le point dessus et de pouvoir transmettre ces connaissances. Donc ça a été aussi par le biais de blog avec Kinefact, pour lequel je fournis du travail gratuit en général à destination des étudiants ou des professionnels de santé. Donc ça, c'est depuis 2018. Et depuis ces billets de blog pour les problèmes neuro, on m'a beaucoup sollicité pour que je puisse dispenser des formations. Et en 2020, je me suis lancé, déjà depuis 2019, je me suis lancé surtout grâce à Laurent Fabre, qui m'a beaucoup aidé à l'élaboration d'un article avec qui j'échangeais, et qui est également formateur, et qui trouvait que je pouvais apporter quelque chose, une vision, un phrasé ou autre qui parle peut-être plus à une autre population. Et donc je me suis lancé et jusqu'à maintenant, je croise les doigts, mais ça plaît et ça remplit à tout va. Et donc ça, c'est pour les problèmes nerveux. Et également, j'ai eu la chance qu'il y a eu un confinement que j'ai rallongé de 2 mois supplémentaires pour à la fois prendre du temps pour moi, mais aussi faire le point sur toutes les connaissances que j'avais pu accumuler à travers les congrès, les formations, donc par rapport aux ischios aujourd'hui, les congrès, que ce soit Sport Congrès, Sport Physio Suisse ou autre, les formations de Carla Sping, de Jordan Mendy-Buchia, qui travaille avec Jean-Benoît Morin, les travaux de Johnny Kay, Bourne, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, pareil, les connaissances que je pouvais avoir pouvaient intéresser les gens. Donc, j'en ai fait 4 gros billets de blog, pareil avec Kinefact. Et pareil, à partir de ce moment-là, j'ai eu pas mal de sollicitations pour peut-être pourquoi pas former sur ce sujet. Et je me suis lancé. Et donc les organismes avec lesquels je travaille actuellement en tant que formateur, donc j'en ai 2 en Belgique, Kimo Formation et Think Physio. Et j'en ai peut-être un en Suisse, on m'a contacté, mais il faut que je revoie les termes. En France, je travaille avec Jordi Casalo, avec SRP Formation. Il y a aussi Massamba Mbaye qui t'a déjà interviewé, qui travaille avec eux. Et Clémence, bien aimé. Donc SRP Formation,
Check Up Formation, qui est un organisme tenu par Rémi Ollier, plus orienté sens de la douleur, communication, thérapie cognitivo-comportementale. Oui. Un organisme dans le sport Physiosport Consulting, tenu par Rémi Lancou et Nordo Mostefa, qui sont les kinés de l'Algérie et de pas mal d'athlètes dans le foot de haut niveau, le MMA, ouais, et d'autres sports. Tu connais Rémi? Ouais. Ça fait vraiment qu'on discute. Ouais. Trop cool. Et oui, j'ai un autre organisme sur Lyon, et là, il y a pas longtemps, j'ai vu avec un organisme sur Tahiti, également pour faire des formations. Donc, je fais un peu partout, en France, en Belgique, dans la francophonie. C'est top. Et t'as bossé, du coup, on va dire, t'es revenu à un de tes premiers amours, puisque t'as bossé avec l'équipe de France de foot US. Comment tu y es arrivé, et est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Alors, comment est-ce que j'y suis arrivé? J'y suis arrivé par l'un des kinés de l'équipe de France, Marwan, en fait, qui m'avait quand même suivi quand j'étais jeune, et qui a continué à suivre les travaux que je faisais, et dont les travaux sur les ischio. Et on a beaucoup discuté. Il voulait absolument qu'on soit ensemble sur une prochaine campagne équipe de France. Moi, je lui ai dit, je suis partant, hein, ça peut totalement faire partie de mes envies. En plus de ça, c'est des campagnes où il y a encore mes amis et mes coéquipiers qui sont actuellement en équipe de France. Donc, je me suis dit, si je peux lier à la fois le travail et le plaisir, parce que je m'occupe de personnes qui lui sont chères, c'est parfait. Malheureusement, juste avant le stage équipe de France, il y a eu un problème qui a fait qu'il n'a pas pu venir. Donc j'étais avec un autre collègue qui, je crois qu'il s'occupe, il s'occupe du Flash de la Courneuve également, actuellement. Alejandro Popescu, c'est aussi un ami de Rémi. Super mec. Et donc on est parti pour cette campagne équipe de France en Italie. Et malheureusement pour moi, ça n'a pas été une très bonne expérience professionnelle. En tant qu'expérience personnelle, c'était remarquable. J'ai pu revoir des anciens coachs, j'ai pu revoir des coéquipiers, les prendre en charge, essayer de les protéger. Professionnellement, je me suis rendu compte, et je m'en doutais, que le milieu du sport de haut niveau ne correspond pas à une pratique, enfin en tout cas à ma pratique pour la prise en charge des patients ou des athlètes. C'est beaucoup dans l'urgence, sans bien sous-peser le ratio bénéfice-risque, si on fait jouer un athlète ou pas. J'avais mis des trackers GPS sur certains de mes amis, et on a pu voir que la charge de travail ne semblait absolument pas adaptée. D'ailleurs, il y a eu plus de 20 blessés avant même qu'on joue le match. On n'a pas pu jouer le match. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En fait, je vais pas après rentrer dans les détails, mais une expérience qui m'a fait me dire que malheureusement, le haut niveau est beaucoup idéalisé, et pourtant je suis pas sûr que la qualité des soins soit à la hauteur de ce qui devrait être transmis pour les joueurs. Et pour moi, ça a été une grande déception, mais d'un autre côté, ça m'a permis également de voir avec un de mes anciens coachs, Nicolas Simoneau, qui est actuellement le coach du Flash, pour par exemple pour la pré-saison prochaine, élaborer lui et moi de la prévention en pré-saison, puis tout le long de la saison, et pouvoir également monitorer et faire une gestion de charge plus adaptée selon les postes, par exemple, ou selon les moments de la saison, vraiment périodiser les contraintes, etc. Et je dirais que après, je sais pas si cette expérience n'a pas été concluante, parce que au final, ce n'est quand même pas un sport de haut niveau. Par exemple, les joueurs doivent payer pour faire les stages d'équipe de France. Bon, ça me choque. Mais après, il n'y a pas forcément les moyens. Alors que je sais que, par exemple, au rugby, au Stade Rochelet ou autre, les moyens sont différents. Et là, on a un moyen pour un data scientist, le coaching staff, les préparateurs physiques, parce qu'il y en a plusieurs, le pôle médical, et il y en a plusieurs. Mais ce que je crois quand même percevoir également avec les échanges de mes amis qui sont dans le haut niveau,
c'est qu'il y a quand même peut-être un problème dans la gestion du personnel. C'est qu'un kiné est très vite relégué comme un exécutant. Alors que dans d'autres modèles, par exemple les modèles anglo-saxons, écossais ou autres, c'est limite le pôle qui manage un peu tout le monde, parce que l'objectif, c'est que l'athlète puisse tenir sur le long terme, sur toute la saison. Et ça, je pense l'avoir perçu, et c'est pas du tout justement une prise en charge qui me plaît. Et actuellement, par exemple, quand je prends en charge des athlètes, il y en a pas mal même de l'équipe de France qui se blessent, qui m'appellent, etc. C'est, je bosse pas forcément avec les coachs, parce que je sais pas comment ils comprennent mon travail, je sais pas comment ils considèrent l'athlète. Donc, beaucoup d'athlètes avec qui je travaille, je les sors du circuit un moment pour après les réintégrer. Voilà. Ouais. Top, parce qu'au final, je sais pas, toi, quel est ton avis par rapport à ça? C'est compliqué à dire, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi quand tu dis qu'on idéalise le haut niveau. Quand tu penses à haut niveau, tu penses à haut niveau de moyens, et tu penses que le staff, et même le staff médical, moi dans ma tête depuis toujours, ça doit être les meilleurs. Et c'est vrai que j'entends régulièrement dire qu'il y en a qui sont très bons, mais que c'est assez hétérogène, et qu'il y en a qui sont là parce qu'ils ont eu un coup de chance sur un moment, et parce qu'ils ont été là au bon moment, etc. Et qu'au final, c'est pas toujours là où on trouve, on va dire, les personnes les plus compétentes. Mais c'est vrai que pour tout le monde, le haut niveau représente l'élite, et quand tu penses à l'élite, tu penses les meilleurs, et donc tout doit être mis en œuvre pour que, on va dire, la méritocratie fasse que les meilleurs soient les meilleurs, quoi. Tu vois, entre guillemets. Mais apparemment, de ce que j'entends dire, parce que j'ai pas exercé à ce niveau-là, mais de ce que j'entends dire, c'est beaucoup plus complexe et hétérogène que ça, quoi. Moi, je trouve que c'est très complexe, et au final, je pense, un peu comme Jean-Benoît, d'être privilégié de ne pas justement faire partie d'un staff et de pouvoir prendre le temps de faire des choses. Parce que lorsqu'il y a une blessure sportive, alors déjà, il y a plusieurs notions. Déjà, même pour une blessure qui n'amène pas à un temps d'arrêt, enfin, en gros, la petite entorse de cheville, on met un strap, et hop, tu continues de jouer, et tu vas pas t'arrêter, tu vas faire tes entraînements, tes matchs. Déjà, il y a une notion, pairs et collaborateurs l'ont mise en avant, de fenêtre de vulnérabilité où les athlètes sont beaucoup plus à risque durant cette période. Moi, je suis pas à l'aise avec un risque qui commence à devenir intolérable. J'aime pouvoir gérer, faire en sorte que vraiment mon athlète, la personne, on va pas prendre le focus sur les 2-3 matchs, et on va essayer de prendre le focus sur la saison, la carrière. La carrière. Ouais, enfin, pour moi, c'est important. C'est pour ça que pas mal de patients que je peux avoir, beaucoup avec des récidives d'ischio-jambiers, en athlétisme, au football, ou même au foot, je leur dis, dès la première séance, ce que je te propose, c'est que là, je te sors du circuit 2 mois, voire 3. Ça veut pas dire que tu vas pas jouer de match, mais ça veut dire qu'on va essayer de contrôler tous les facteurs qui peuvent interférer dans notre prise en charge pour que tu reviennes à 100%. Après, on en reparlera de toute façon de l'éducation des patients, mais je me sers de mes compétences en sciences de la douleur pour amener le patient également à être proactif. Et en fait, je trouve que dans certaines situations, et c'est normal, c'est lié aussi à l'enjeu du sport, le retour au sport amène à un risque qui est plus ou moins tolérable. Si on prend les Jeux de Beijing en 2008, il y avait un athlète chinois, je crois qu'il faisait du 110 mètres haies, si je ne me trompe pas, qui était le héros national. Et pourtant, il était blessé. Et ce qui s'est passé, il a pété, mais c'était limite, c'était anticipable, cette blessure. Mais je comprends bien que c'est quand même un événement exceptionnel. Si tu prends un autre événement au final qui s'est bien passé, c'est là pour le Super Bowl, tu as le safety des Rams, Eric Weddle, qui s'est déchiré le pectoral durant le premier ou deuxième quart-temps. Il a quand même continué le match. Et au final, ils ont gagné. Donc il y a ce risque qui est pas du tout simple à gérer, parce qu'on doit dealer avec l'athlète, avec le coach, avec le prépa, avec nous-mêmes, avec la pression de si je dis non à un athlète, est-ce qu'il aura encore confiance en moi? Si je dis non, est-ce que le coach il va avoir confiance en moi?
Est-ce qu'on va me virer du club? Je dis pas que c'est facile. Mais par contre, d'un autre côté, il y a quand même une qualité de soins minimale, à mon sens, à essayer d'obtenir en club ou en centre de formation. Et j'ai pas mal de jeunes du 93, des petits frères d'amis, etc. J'ai des amis qui ont joué en NFL, des amis qui ont côtoyé le sport de niveau au Canada, qui me racontaient des prises en charge qui me semblaient plutôt déconnectées de ce que ça devrait être également. Et donc il y a une espèce d'entre-deux entre, oui, c'est très complexe, mais d'un autre côté, si le minimum syndical n'est pas mis, comment gérer cette complexité si notre part du travail n'est pas amenée à un mieux, en fait. Donc, c'est pas une question facile, mais je trouve qu'il y a des choses peut-être à modifier actuellement dans le sport de niveau. Carrément. Et pour revenir du coup sur une de tes thématiques préférées, est-ce que tu peux nous expliquer au final c'est quoi la douleur? La douleur. Alors, il y a une définition de l'International Association Study of Pain, IASP, et je te dirais que j'en ai une autre. Donc leur définition, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée ou ressemblant ou associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. En gros, je le refais. Dans la douleur, il y a deux composantes. Une composante sensorielle, c'est en gros l'intensité de ma douleur. Je le sens où sur mon corps et à combien. Et une composante émotionnelle désagréable, qui peut être associée à de la peur, de la crainte, etc. Et ça, qui est blessure ou non. Et ça, je pense que la définition de douleur est ultra importante. Et parce qu'elle devrait, je pense, être beaucoup plus intégrée dans le monde du sport, où très vite, on va penser à blessure quand on a de la douleur. Parfois, la douleur, ça peut être un signal d'alarme juste de protection, nous dire qu'on a trop fait et qu'il faudrait l'écouter. Et là, dans cette définition de l'IASP, ils ont rajouté également quelques critères pour mieux comprendre par rapport à la définition antérieure, où ils disaient que déjà la douleur et la nociception, ce n'est pas la même chose, ce sont deux phénomènes totalement différents. La nociception, c'est un sens activé par des récepteurs que le cerveau va traiter. Alors que la douleur, c'est une information créée par le cerveau, résultante de toutes les afférences qu'on peut avoir. Donc déjà, vraiment bien faire la différence entre un tissu blessé et abîmé et de la douleur. Exemple, si je te prends des athlètes qui font du tennis et que je leur fais faire une IRM d'épaule, on va avoir des modifications tissulaires que on appellerait dommages. Par contre, la plupart n'ont absolument pas mal. Que dommage et douleur n'est pas tout le temps corrélé. Après, bien sûr, il y a quand même une prévalence de douleur qui augmente selon le type de lésion, où est-ce que c'est, etc. Mais ne serait-ce que pour bien faire cette distinction. Ensuite, également le fait que la douleur c'est influencé à des degrés divers, à la fois par des facteurs biologiques, fait que par exemple j'ai des cytokines immuno-inflammatoires, des facteurs biologiques et ou sociaux. Si je devais te donner un exemple, tu fais quel sport, Julien? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai eu fait ou qu'est-ce que je fais? Là, qu'est-ce que t'as eu fait? J'ai fait pas mal de judo et du rugby, et puis je me suis fait le croisé à 17 ans, j'étais opéré à 18, et puis après les études, et j'ai jamais rien repris, sauf je cours un peu de temps en temps et je fais un peu de vélo de temps en temps en ce moment. Ok, si on prend la course, imagine que toi tu fais de la course et moi je fais du jiu-jitsu ou du piano. Ouais. Donc demain, toi et moi, on se coupe un peu le doigt avec une feuille de papier, exactement la même blessure, mais toi tu fais de la course, donc au final, par rapport à ton activité, même si tu prépares un marathon, il y aura peu d'impact, peu d'impact psychologique, peu d'impact sur ton environnement, etc. Alors que moi, par contre, si demain je suis musicien, je fais du piano ou je fais du violon, ça peut très vite avoir, par anticipation, pour mon cerveau, avoir un impact sur comment je vais nourrir ma famille, comment je vais pouvoir faire cette représentation qui est ultra importante pour moi. Et au final, pour des mêmes facteurs biologiques, imaginons qu'on est jumeaux, on se ressemble pas mal.
Bah, la douleur va s'exprimer totalement différemment. Et ça, ce sont des choses, je pense, importantes à comprendre, qui sont plutôt bien compris dans le monde des sciences de la douleur pour la prise en charge de douleurs persistantes. Ouais. Peut-être un peu moins dans le monde du sport. Ou alors c'est entendu, mais pas forcément compris. Et donc après, il y a également d'autres items en lien avec le rapport à la douleur et la personne, toujours dans la définition des SI. Et qu'en fait, ça a des effets également néfastes sur la fonction de la personne, la douleur, le bien-être social, le bien-être psychologique. Un athlète qui peut pas s'entraîner avec ses potes, bah, il sera pas forcément dans un état cool. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me rends compte que je pouvais pas m'entraîner. Le mec qui était derrière moi, maintenant ça devient titulaire. Mes potes ils profitent, mais je peux pas être là. Ça joue, bien sûr. Et je te dirais encore plus, imagine un jeune footballeur dans un centre de formation où on sait tous comment ça se passe. Ils sont tous lancés contre le mur, on voit qui survit. Peut-être que des fois la famille investit pas mal d'argent dedans. Et on peut avoir des situations particulières où une blessure sera ignorée ou la douleur en tout cas pourra s'amplifier par un contexte particulier. C'est ouf. Et si je reprends ton exemple, ça veut dire que moi, j'aurais moins de chances de le ressentir. Comment je pourrais dire ? J'ai plus de chances de le ressentir moins fortement pour la même blessure. Puisque, entre guillemets, je m'en sers pas pour ce qui me fait du bien, c'est-à-dire le sport. Alors que toi, tu en as besoin pour ton activité qui va te nourrir, tout ça. Pour toi, c'est tellement important que tu augmentes le risque que cette blessure soit ressentie plus fortement. Je te dirais que la perception de menace par ton cerveau va être différente selon le contexte. C'est que toi, la perception de menace, c'est bon, j'ai une blessure au doigt, je mets un pansement, je mets un strap, ma vie est belle. Ouais. La perception de menace pour moi va être totalement différente si je fais du piano et du violon. Ouais. Parce que ça va amener à plusieurs implications. Ouais. Si j'arrive pas à jouer, je fais des fausses notes. Ouais. Bien, voilà, mon cerveau il va anticiper le fait que, mec, si je fais des fausses notes, fais gaffe. Ouais. Voilà. Et moi, je te dirais que la définition que j'utilise, c'est d'un de mes mentors, également, Laurent Fabre, c'est que c'est une expérience émergente consciente, donc c'est le cerveau qui va la produire, il faut être conscient, et qui sert à susciter une réponse comportementale de protection, qui est souvent adaptée, parfois qui peut être inadaptée également. Et bien sûr, ça a un impact sur la performance. On a pas mal de données sur le fait que quand tu as un excès de nociception, tu as de la difficulté à recruter tes muscles. Tu as moins de force directement après. Impact social, par exemple, si je te prends ou même sur la qualité de vie, si je te prends mon premier domaine d'expertise, les atteintes neuropathiques, on se rend compte que les patients qui ont des douleurs neuropathiques, la plus grosse plainte, ce sont des fourmillements, ils ont du mal à dormir, etc. Sauf que si tu n'arrives pas à dormir, la journée, tu es moins réfléchi, t'es plus sur les nerfs. Quand tu as de la douleur tout le temps, je peux te jurer que tu n'es pas en bonne santé et surtout pas dans un état qui te permet d'avoir des relations sociales sereines, saines, épanouissantes. Tu as même des études qualitatives qui sont géniales où on demande aux patients justement, vous avez des douleurs neuropathiques, expliquez-nous comment vous le vivez, comment ça se passe au quotidien avec vos proches, vos petits-enfants, votre femme, etc. Il y a le témoignage d'un patient, moi, qui m'a bouleversé, où il disait que, en fait, la douleur a tellement pris le dessus sur moi que la relation avec ma femme a été complètement détruite parce que j'ose pas lui parler de ma douleur. Je veux pas qu'elle me voit comme quelqu'un de faible, fragile, ou de feignant, alors qu'en fait, j'ai pas les capacités de réaliser cette tâche. Donc, c'est quelque chose d'assez important, selon moi, à savoir identifier quand est-ce que c'est une douleur dangereuse, au final, liée à une blessure ou pas, et de pouvoir le communiquer avec, tes proches. Avec la personne en face de nous, avec le patient, avec l'athlète, savoir reconnaître quand est-ce qu'on est sur de la blessure
ou sur de la bobologie, par exemple. Ouais, donc faire du triage et dire clairement à la personne en face quel degré peut-être de gravité ça peut avoir, quoi. Ouais. C'est top. Et sur pouvoir communiquer avec lui, quoi. Ouais. Et justement, alors ça fait le lien un peu avec l'éducation, avec les patients ou les athlètes. Comment tu fais, comment tu gères? Est-ce que tu fais attention, tu vois, sur un peu comme l'entretien motivationnel, tu fais attention à comment tu orientes le débat, tu fais des trucs comme ça, comment tu fais? Ouais, alors pour le coup, j'ai pas fait entretien motivationnel, mais oui, j'ai été formé aux thérapies cognitivo-comportementales, au TCC. Là, si je te prenais par exemple que l'éducation des athlètes, on a beaucoup parlé de problèmes de nerfs, mais là on est sur un podcast de performance. Je te dirais que il y a deux profils bien distincts où on reconnaît que la communication a peut-être merdé avec les athlètes ou avec le coaching staff ou autre. Je vais donner mes exemples tout simples. Premier exemple, c'est les athlètes de l'athlétisme, où eux sont peu écoutés. C'est beaucoup du no pain, no gain. C'est moi de mon époque, c'était ça, donc tu vas sprinter et tu la fermes. Et derrière, ça amène à pas mal de blessures. De l'autre côté, et au final, ça amène aussi des patients à avoir des comportements de je vais pas forcément écouter mon corps, je vais pas forcément m'arrêter. C'est le marathonien ou le mec qui fait des ultra trails qui continue, se blesse, continue, se blesse, continue, se blesse, continue, se blesse. À côté de ça, tu peux avoir également le profil différent, le footeux entre guillemets. Donc il court des 10 km, il est rapide, il marque des buts, mais à côté de ça, il a peur des courbatures. Quand je dis ça, c'est pas une blague. On a vraiment des données sur le fait que les athlètes n'osent pas faire du nordic hamstring parce qu'ils ont peur des courbatures, ils ont peur que ça les blesse. Ce qui est dommage quand on sait que ça peut protéger certaines personnes. Et en fait, ça donne des profils où il y en a qui sont surmenés, surchargés, et le terme que j'aime utiliser, c'est ils sont essorés pour leur performance. Et t'en as d'autres, par contre, ils sont cocoonés et ils sont mis dans des bulles et limite surprotégés. Le problème, c'est que quelqu'un qui est surchargé, quand il va continuer à s'exposer, bah, il a tendance à avoir des blessures. Et quelqu'un qui est cocooné, le jour où il va vraiment s'exposer, exemple au sprint, il va péter. Moi j'ai que le sprint en tête, il va péter. Donc quelqu'un qui a pas l'habitude de sprinter, il va péter. Le jour où il va sprinter, enfin le jour quand il va être mis en surcharge. Et quelqu'un qui sprinte trop, qui n'a pas forcément les repos, etc., il risque de péter également. En fait, le sprint, par exemple, c'est un excellent outil de prévention, et pourtant, dans le dosage, si on en fait trop, ça va pas. Si on en fait pas assez, ça va pas. Et je te dirais que dans l'éducation avec mes athlètes, déjà, c'est essayer de repérer leur profil et voir avec eux, et surtout prendre du recul sur les situations. Donc, j'ai beaucoup d'athlètes où ils sont, je les appelle les multirécidivistes. Les patients qui se blessent, on m'appelle souvent en dernière chance, on va voir lui, quoi. Et donc, c'est déjà voir avec eux, est-ce qu'ils ont une préparation physique adaptée? Est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils vont à la salle? Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ça permet de voir si, est-ce que le corps est apte à pouvoir absorber des hautes charges d'activité. Et tu as l'autre profil également de patients qui s'arrêtent jamais. Et par exemple, un ami qui a entré en NFL, qui a été cuté pendant les débuts de saison, et là il continue de jouer en CFL et en Allemagne, il fait des doubles saisons. Bah, lui, pour le coup, il s'arrête jamais. Et du coup, mon éducation, ça va être également de voir avec eux, explique-moi quand est-ce que tu t'es blessé, dans quelles circonstances, et viens, on observe la situation. Après avoir observé, moi, je te donne, si tu as envie, ce que je connais des blessures, et je veux que tu me dises ce que tu en penses selon la situation qu'on a pu observer. En fait, j'essaye beaucoup de rendre les athlètes proactifs et surtout qu'ils puissent anticiper des situations à risque. Qu'ils puissent jouer avec la charge, qu'ils puissent avoir des comportements aidants pour eux. Parce que souvent, ce que je leur dis également, c'est que nous, on se va en rééducation et en fait, on a beau faire la
la meilleure rééducation du monde. Si dans 1 an, dans 10 ans, peu importe, il n'y a pas un comportement qui est adapté à la situation, ça peut répéter et en fait ce sera normal parce que c'est pas parce qu'on fait une rééducation, c'est pas parce que je fais 200 kilos développé couché que dans 10 ans, si je m'entraîne pas, je pourrais faire 200 kilos. C'est pas parce que j'ai été très bon, je me blessais pas pendant un certain moment que je peux me permettre de faire beaucoup moins d'efforts ou de me surcharger. Et on dirait que c'est de l'éducation thérapeutique à la charge d'entraînement, au final. Énormément. À la charge d'entraînement, et je te dirais également à... Ouais. Et t'as on va dire des supports type PowerPoint ou tu vois vraiment de la théorie sur quelques slides où tu leur fais ça au début et après tu analyses leur situation, ou tu vas direct pour analyser leur situation et après tu remets un peu de théorie? J'analyse leur situation et je mets de la théorie, mais je n'utilise pas de PowerPoint. Nous, on a des tableaux blancs dans nos salles de consultation et tu avec écris, des débats. Et j'ai mes schémas en tête de comment un os réagit à la contrainte, comment un tendon, etc. Et donc génial. Souvent, ça leur fait sens et ils savent se dire « Ah oui, ce que tu me dis, cette situation, je l'ai vécue. » C'est ça. Et c'est vrai que je ne sais pas comment gérer cette situation. C'est énorme. Et ce que je trouve intéressant, en fait, moi, en fait, cette manière de travailler, c'est beaucoup le monde des sciences de la douleur qui m'a apporté. Et je trouve que en fait, le monde du sport et des sciences de la douleur sont 2 mondes qui se comprennent peu au final. C'est que les gens qui travaillent avec des patients avec des douleurs persistantes sont très frileux à mettre de la charge. C'est le sportif cocooné. Et les gens dans le monde du sport, c'est beaucoup objectif performance. Allez. Sans comprendre que derrière, en fait, ça peut être, par exemple, des jeunes en situation difficile dans les centres de formation. Des personnes qu'on sort de la délinquance grâce au sport, mais que si vous rendez fou et que vous essorez, ils vont y retourner. comme en natation par exemple, ils vont ou y retourner ou à même développer des maladies mentales. Par exemple, pour les sports de combat, où il y a des weightlifting très jeunes, on sait que c'est monstrueux pour la vie des gens derrière, parfois. Donc c'est 2 mondes qui pour moi en fait font sens. Et personne se regarde. C'est pour ça que dans mes formations, par exemple, j'ai l'impression, personne se regarde, mais je sais même pas s'ils se rendent compte qu'ils existent. C'est que quand je parle de charger les patients dans mes formations neuro, de prendre des barres, quand je dis que mes patients de 70 ans, je leur fais faire de la presse à 200 kilos, on me regarde comme un extraterrestre. Et pourtant, par contre, quand je leur parle derrière avec, en fait, d'un point de vue biologie, il se passe ça, d'un point de vue des douleurs neuropathiques, il se passe ça. Ils comprennent. Et pareil, là, il y a pas longtemps, j'ai donné une formation sur les troubles neuro. Les outils de communication que j'utilise, ça a tilté dans la tête des gens, mais uniquement parce que on leur a donné des exemples un peu précis et plusieurs fois. Alors qu'en fait, je dirais que ça devrait faire évidence que un athlète ou une personne âgée, en fait, on devrait avoir les mêmes moyens, les mêmes outils pour aider les personnes. Et donc, je te dirais que dans l'éducation, je prends 1 heure, 1 heure et demie avec les patients, et même parfois, je prends plusieurs fois une demi-heure pour bien faire le point sur la situation. Qu'est-ce que tu en as compris? Est-ce que c'est pas également moi qui ai un rôle, qui a une position haute et qui vais lui apprendre, mais également, c'est un patient partenaire en fait. On est ensemble pour ton projet. Donc, j'essaie de responsabiliser, jouer avec eux, faire des jeux de rôle pour anticiper des situations, utiliser beaucoup de métaphores parce que dans ma tête, comprendre la mécanotransduction et le faire comprendre à quelqu'un qui veut juste faire du sport, ça peut être inadapté si j'utilise des termes qui sont pas compréhensibles. Mais je te dirais qu'au final, j'utilise vraiment les mêmes outils avec les patients avec des douleurs persistantes et des patients sportifs. Et si je devais te donner un exemple, par exemple, comme tu as dit, en apprentissage de gestion de charge, j'ai une karatéka de haut niveau qui faisait du kata, équipe de France, et qui venait pour une anthésopathie calcanéenne, objectivée à l'IRM, à l'imagerie, la clinique était totalement correspondante. Elle avait été suivie par un collègue pendant plusieurs mois, sans évolution particulière, et donc il lui a dit c'est la douleur persistante, bonne chance. Je la récupère, cette athlète,
Ouais, j'ai pas aimé du tout le discours. Du coup, j'ai récupéré cette patiente et première séance, on a fait le point. Ok, où est-ce que t'en es? Explique-moi en final, qu'est-ce qui te fait flamber et quand? Et en fait, quand elle a dessiné sur le tableau, selon les jours, la charge qu'elle accumulait, tout faisait sens. Parce qu'en fait, il y avait un jour par semaine, seulement un jour, où elle avait une charge incroyablement haute lorsque c'était les stages équipe de France et que c'était pas elle qui coachait. Parce qu'en fait, elle était coach également. Et en fait, c'était le pic qui faisait flamber sur les jours d'après et qui l'empêchait au final de réaliser ses performances. Exactement. Elle, au final, je lui ai proposé une manière de travailler. Ça a été le jour où c'est pas toi qui coach, viens 15 minutes en retard et repars 10 minutes plus tôt. Par contre, tous les autres jours où tu coaches et en séance, on va te mettre beaucoup plus de charge. Comme ça, tu lisses. En 3 semaines, on a eu au final, on a lissé la charge. Enfin, on l'a atténué. La courbe de Gauss était moins grande. Du coup, 3 semaines, il y a eu plus d'effets qu'en plusieurs mois, uniquement parce que on a pris le temps ensemble, l'athlète et moi, de réfléchir. Si j'avais voulu faire une prise en charge bête et méchante, je serais dit, je fais de la quantification de stress mécanique, on augmente un peu, on fait des exos sur les pointes, etc. C'est pas adapté à un sportif qui fait des saltos, réception sur une jambe, qui enchaîne 20 katas à la suite. Donc, il faut absolument que je me base sur les capacités de mon athlète en face de moi pour pouvoir apprendre la charge, comprendre. Parce qu'au final, la solution, c'est pas moi qui l'ai apportée, mais c'est bien elle. C'est elle qui a mis en évidence le fait que c'est évident en fait que là il y a trop de charge. C'est même elle qui l'a dit, elle a dit putain, en faisant ça, je me rends compte que dès que tu le dessines, je me rends compte que c'est là où ça pose problème. Dès que tu le dessines, ça les frappe. Et ça, c'est, je trouve, ultra fort. J'en avais pareil, j'ai un autre, un athlète du MMA, qui s'est fait 3 fois ou 4 fois le mollet. Je le suivais avant pour une lésion aux ischio qui a été réglée, et entre-temps, on s'était pas vu. Et pareil, attends, 3-4 fois. Déjà, est-ce que tu as fait la rééducation? Non. Bon, c'est chiant. Et derrière, tu peux m'expliquer les situations où ça s'est passé. Il a pris 10 minutes à réfléchir. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait un jour de prépa physique intense, suivi d'une journée où il y avait du sparring, il se blessait au sparring. Lui, par exemple, dans la prise en charge, déjà, c'est oui, on fait notre rééducation pour le mollet, c'est nickel. D'ailleurs, il va combattre dans pas longtemps à Birmingham. Mais derrière, maintenant, il saura anticiper le fait que s'il a un entraînement sparring, le jour d'avant, il va peut-être mettre moins d'efforts dans la prépa physique. Ou s'il a un jour de prépa physique intense, il va mettre moins d'efforts dans le sparring. Enfin, il va s'adapter à ce que son corps lui permet de faire comme activité. Donc voilà comment je gère l'éducation en général avec mes athlètes. Et j'ai l'impression que ça apporte ses fruits parce que j'ai très peu, voire pas de récidive. Enfin, très peu, on va dire très peu. C'est top. Et tu as fait la formation Altis aussi sur le sprint. Et justement, donc, encore une thématique qui te plaît, c'est sur les ischios. Qu'est-ce que ça t'a apporté, on va dire, pour sur tout ce qui est vitesse max, etc. Et qu'est-ce que ça t'a apporté sur la prise en charge des ischios en plus? Alors ça m'a beaucoup apporté, pas de la manière dont je pensais. Alors à la base, c'est tout bête, mais si on repart sur les ischios, le mécanisme qui amène le plus facilement à des lésions d'ischio, donc c'est le sprint, qui est également protecteur. Et en fait, je te dirais que c'est une continuité pour moi, c'est comprendre, pour mieux comprendre la pathologie et son mécanisme, c'est comprendre déjà le mécanisme, le sprint. Et Altis sont excellents dans ça. Et donc j'ai décidé de faire enfin j'en ai fait plusieurs, mais là surtout j'ai terminé la formation coaching short sprint, donc 60, 100, 200, parce que j'ai également des athlètes de 60, 100, 200 au cabinet qui sont cotés et que je prends en charge en réathlétisation et depuis Altis en coaching également, et on voit leur performance qui décolle. Et alors je l'ai vu un peu comme une bibliothèque immense, mais je te dirais, j'ai pas vu comme un puits sans fond où je me suis dit oula, j'ai paniqué, mais vraiment comme purée, il y a plein de choses encore que je connais pas et que j'ai envie d'apprendre.
Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'était précis, c'était honnête sur le fait que ou c'était basé sur les données de la littérature ou sur l'expérience. Il y avait des tips de coach, parce que parfois rien que dans la consigne, ça modifie totalement le schéma moteur et le comportement moteur du patient. Exemple, sur un hip thrust, si tu dis à la personne de juste lever le bassin, elle va utiliser le dos. Si tu demandes de pousser dans le sol, elle va servir beaucoup plus de la fesse. Déjà, rien que dans la consigne, tu vas pouvoir modifier le schéma moteur et avoir un objectif différent. Ce que ça m'a appris déjà à nettement mieux planifier le retour au sport par rapport au sprint. Ça, je trouve ça essentiel, surtout pour le sprint, surtout pour les lésions disco, pardon. Ça m'a aidé pour mes athlètes qui font de l'athlétisme pour développer plus ou moins certaines qualités de vitesse ou les facteurs clés de performance. Également pour ceux du football américain qui ont besoin de savoir accélérer, décélérer, sprinter. Donc ça m'a beaucoup servi à mieux comprendre le sprint, à mieux comprendre comment l'incorporer dans ma rééducation, mieux savoir le planifier, être beaucoup plus pointu et même être haut en intensité sans mettre en surcharge. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et si, pareil, je te donne un exemple précis, un athlète actuellement qui s'était blessé en mai, que j'ai eu l'été, en fait, il n'arrivait pas à revenir. On a fait une rééducation incroyable, à tel point que ses performances, elles étaient meilleures qu'avant rééducation, en sprint. Et là, je le suis encore sur 200 mètres, ses capacités font que augmenter. Et donc, on continue de suivre. Il a ses coachings avec son coach, mais là, il a des phases où on rentre ensemble des cycles que j'incorpore par rapport à ce que j'ai compris de ce qu'Altis m'avait apporté. Et ça a des résultats incroyables. C'est énorme. Et justement, alors sur les ischios, sur une lésion au niveau des ischios, comment tu mets en place tout ça? Quel exercice tu utilises? En quoi tu crois, entre guillemets, comme exercice? En quoi est-ce que je crois? Ouais. Je crois comme exercice à des soulevés de terre bien lourds. Ouais. Mais quand je dis bien lourd, c'est que si on peut passer à du 150 kg, let's go. Parce qu'un ischio-jambier en sprint, charge, ça prend beaucoup plus sur un sprint. Ouais. Et je te dirais que ce que j'aime bien, c'est soulever de terre et la phase excentrique, on la fait quasi relâchée. Phase excentrique quasi relâchée, mais on fait en fait en tempo avec 0. Ouais. Phase statique, on la maintient et la remontée, je m'en fous. Ouais. Celui-là, je l'aime bien. Le slider unilatéral, c'est sur un flow-in, le talon sur un flow-in en unilatéral. Incroyable. L'isométrique en début de rééducation, quand les ischios sont bien sensibles, ça désensibilise pas mal et ça permet de faire pas mal de choses. Ouais. En quelle course tu le fais? Le nordique, pour moi, c'est un indispensable. Comment? Sur quelle course tu fais sur une lésion? Tu parles au début. Interne, moyenne? Je vais très vite dans la course externe. D'accord. Enfin, la course externe en position neutre de hanche, en fait, un espèce de hamstring bridge, mais avec les talons bien loin. Ouais. Nordic hamstring, pour moi, c'est un indispensable. Ouais. Tu fais l'autre aussi, le Razor Curl, là? Le Razor, ouais. Je te dirais que s'il n'y a pas un aller-retour, les athlètes, je les fouette. Aller-retour, sans se pousser avec les bras? Moi, je me pousse un petit peu avec les doigts. Mais j'avoue, je suis un peu dur avec eux. Je veux pas qu'ils utilisent des bras. Et le sprint, indispensable. Et ça, que ce soit une lésion du taekwondo, de la gym ou autre. En fait, comme c'est l'exercice qui stimule le plus les ischio-jambiers, pour moi, il est indispensable. Et par contre, il faut quand même des rappels de force dans l'année avec un peu de soulevé de terre, un peu de nordique, un peu de slider. Le hip extension, et également, il est génial à une jambe. Voilà en quoi je crois. Mais également, pas forcément que je crois, mais les données m'orientent vers le fait que ce sont des exercices vraiment stimulants. Top. Donc, voilà ce dont je me sers. Top. Brian, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré? Mentors et gens qui ont inspiré? Ouais. Oui. Jean-Benoît Morin m'a beaucoup inspiré. Oui. Ça d'ailleurs, ça m'a fait plaisir
de voir qu'il faisait ce podcast parce que pareil, il m'a apporté encore quelque chose qui mettait le lien entre kinésithérapie et performance. Au final, le profil force vitesse. Donc les travaux qu'il fait, je trouve ça remarquable. Son parcours de vie est particulier et je me dis que si j'avais une autre vie, ça aurait été cool d'avoir essayé personne qui m'a inspiré, mon ancien coach de football américain, Nicolas Simoneau, avec qui je travaille actuellement. Je dirais qu'il m'a changé vraiment. Quand j'étais jeune, j'étais pas un délinquant, mais j'étais vite dans des situations qui n'étaient pas forcément aidantes pour moi. Et il m'a fait prendre conscience par le sport que, en fait, si je voulais les choses, il fallait que je travaille pour ça. S'il fallait que je joue sur le terrain, bah, il fallait que je me donne, que je vienne aux entraînements, que je sois sérieux, que je comprenne mes jeux. Il m'a donné une rigueur de vie qui m'accompagne au quotidien. Ça, j'en serai toujours reconnaissant. Un autre mentor dans les sciences de la douleur, c'est Laurent Fabre et Anthony Galini, qui sont deux personnes incroyables qui ont un savoir-faire, mais également un savoir-être exceptionnel. Et pareil, ça m'aide également à tenter d'être une meilleure personne pour mes patients, pour mes athlètes, pour mes proches. Donc, je te dirais, voilà, les personnes inspirantes pour moi qui me viennent en tête super. Très facilement. Et en termes de livres, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué ou dans lesquels tu replonges régulièrement? Livre, je replonge très peu régulièrement. Si je parle uniquement des livres... alors, déjà, il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, qu'on a sorti avec Kinefact. J'ai pas participé, mais mes collègues l'ont fait. C'est Guide d'éducation à la douleur sur Kinefact. Il est gratuit, donc si vous allez sur le site Kinefact, vous pouvez l'avoir. Je pense que pour ceux du monde du sport, ça peut être génial. Sinon, il y a un premier qui m'a introduit dans les sciences du sport. C'est, je pense que tu connais Clinical Sport Medicine. Oui. Il y a une couverture violette. C'est le premier volume Injuries. Je crois que c'est l'édition de 2018 ou 2017. Et même dessus, c'est une coureuse. Je me rappelle plus de son nom. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a inspiré? Je crois que c'est Jean-Louis Chevassier, mais je suis pas sûr du prénom. C'est Fraude dans les labos. En fait, qui explique. Tu connais ou pas du tout? Non, du tout, mais le titre il me régale. C'est sur justement les malversations parfois dans les études scientifiques et les histoires autour de comment dire non, c'est pas même. Bref, autour de données au sein du système scientifique qui ont amené à des scandales. Et en fait, tu te rends compte que comment il s'appelle le Marseillais qui voulait Didier Raoult. Ouais, tu te rends compte que Raoult, en fait, il était dans les collimateurs depuis des années en final. Donc, ça a été inspirant pour moi pour me rendre compte également que les études scientifiques sont extrêmement utiles, mais il faut savoir les analyser, avoir une analyse critique. Ça, c'est important. Et là, sinon, les deux autres bouquins dans lesquels je suis, c'est Speed Strength de Joel Smith. Donc, sur le sprint. Et également le livre de Morin que j'ai pu avoir, de Samosino et Morin, c'est Biomechanical, attends, je me rappelle plus du titre. Biomechanics of Training and Testing. Et donc, je suis en train de lire et voilà les choses qui me sont utiles et que je recommanderais vivement. Top. Brian, est-ce que il y a un endroit sur lequel on peut te joindre et où tu es le plus, on va dire, accessible en termes de réseau? Beaucoup sur Instagram. Mon Instagram, c'est Where is Brian? In the kitchen. In Instagram. Donc, sur Instagram, beaucoup. Sinon, je réponds facilement par mail également. Ou sur Facebook. Mais je réponds facilement. J'ai beaucoup d'étudiants, de gens qui ont fait la formation, qui veulent faire mes formations, qui m'envoient des messages. Donc, je reste disponible facilement. Donc voilà.
Super. Brian, merci beaucoup pour le temps passé. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance sur ce podcast. Et peut-être à une prochaine. Ouais, avec grand plaisir. Non, c'était super. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.